mortalité engendrée par la chaleur extrême et plus largement l'impact du réchauffement climatique sur la mortalité dans le monde ou encore la diminution de l'habitabilité de certaines régions. Eh bien, ce sont ces chiffres que va maintenant partager le dernier orateur de cette matinée. Monsieur le Président, il va également parler de la nécessité de modifier les politiques de santé publique pour associer santé et conditions environnementales et climatiques. C'est le professeur Lambin que vous allez présenter au nom de l'après-midi. L'Académie royale de médecine de Belgique est heureuse d'accueillir un géographe, encore, professeur à l'UCL Louvain et à l'Université Stanford en Californie. Eric Lambin mène des recherches sur les interactions entre l'activité humaine et l'environnement naturel. Ses recherches récentes concernent les politiques de contrôle de la déforestation tropicale. Il est membre de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Il est lauréat du prix Franquin en sciences en 2009 et de prix internationaux prestigieux, le Volvo Environment Prize en 2014, le Blue Planet Prize en 2019. Il a notamment publié aux éditions Le Pommier Une écologie du bonheur et Le consommateur planétaire. Et depuis 2 ans et demi, il est également membre du groupe of Chief Scientific Advisor de la Commission européenne. Monsieur Lambin, votre exposé est intitulé Impact du changement climatique sur les sociétés humaines. The heat is on. Voilà, the heat is on, un peu comme dans cette salle d'ailleurs, hein, que je fais. Et donc, voilà, le thème qu'on m'avait demandé d'aborder était c'est très très vaste, l'impact du changement climatique sur les sociétés humaines. Et donc j'ai décidé de le rétrécir et de me concentrer sur la forme d'impact la plus extrême, à savoir lorsque l'augmentation des températures est telle que des territoires entiers deviennent tout simplement inhabitables. Un sujet de recherche dont on ne parlait pas beaucoup il y a quelques années, mais avec les étés que nous avons connus, avec des vagues de chaleur qui se sont manifestées, souvenez-vous, plusieurs semaines à plus de 45 degrés au Pakistan, l'été passé, pas l'été d'ici, le précédent, etc. C'est un sujet pour lequel il y a eu beaucoup d'études très récentes dans les meilleures revues que je vais résumer ici pendant les quelques minutes qui me sont accordées. Mais commençons par une vue sur le long terme. Donc ici, c'est une reconstruction des températures mondiales sur une période de 100 000 ans, à partir des mesures d'isotope d'oxygène, qui est un proxy pour la température, extrait de carottes glaciaires dans les eaux polaires. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sur ces 100 000 ans, le climat de la Terre a été très 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 variable, énormément de fluctuations, sauf sur les derniers 10 000 ans. La période géologique qu'on appelle l'Holocène, une période relativement stable, remarquablement stable par rapport au reste, un tout petit peu plus chaude aussi que les périodes précédentes. Et c'est vraiment pendant ces 10 000 ans que toute la civilisation humaine, telle que nous la connaissons, s'est développée. La domestication des plantes, des animaux, l'urbanisation, l'industrialisation, tout ça s'est produit pendant cette période relativement stable. Et donc sur cette base, on peut définir ce qu'on appelle une niche humaine, au même titre qu'on parle de niche écologique pour les espèces animales, à savoir quelles sont les conditions climatiques auxquelles l'espèce humaine s'est adaptée, au sens culturel du terme, pas au sens génétique, mais peut-être aussi physiologique évidemment, et non seulement l'espèce humaine, mais aussi nos cultures, nos animaux domestiques, sur lesquels évidemment nous dépendons pour assurer notre survie. Eh bien, si on fait une espèce de cartographie de cette niche écologique, donc on superpose des cartes de densité de population à l'échelle mondiale, avec cette espèce d'enveloppe climatique, qui sont les moyennes de température annuelles, on voit 2 pics. Un premier pic ici, avec une moyenne annuelle autour de 13 degrés centigrades, ça correspond aux régions tempérées, aux régions méditerranéennes, grande population. Et un deuxième pic, beaucoup plus chaud, ici avec un pic autour de 27 degrés en moyenne annuelle. Ça correspond essentiellement aux régions asiatiques sous un régime climatique de mousson. Mais on voit aussi un creux ici, un creux avec de très faibles densités de population. Ça correspond essentiellement aux zones semi-arides, les zones subtropicales sèches, les déserts, l'Asie centrale, etc., avec de très faibles densités de population. Et donc ces 2 niches climatiques ont été très très stables pendant ces 10 000 dernières années, pendant l'Holocène. On voit toutefois ici que déjà sur une période de 30 ans, entre 1980 et 2010, il y a déjà eu un déplacement
vers des températures plus élevées sur seulement 30 ans, qui rien que ce petit déplacement entre la courbe mauve et la courbe bleue, ça expose déjà 60 millions de personnes à des températures supérieures à celles auxquelles cette civilisation, cette population se sont acclimatées, se sont habituées, ont développé leur mode de vie pendant des milliers d'années. Maintenant, si on projette un peu plus loin, alors ici ce sont des observations, maintenant on va utiliser des projections climatiques, des modèles climatiques, et donc vous voyez un décalage très très fort vers la droite ici du graphique, avec des projections à 2030, 50, 70, 90, donc de plus en plus une part croissante de la population est sortie de sa niche climatique. Et comme Marius le disait tout à l'heure, il faut faire attention, dans ce graphique on a deux choses. On a un changement climatique, il fait plus chaud dans les zones où les gens étaient, mais il y a aussi un changement démographique. Vous voyez que le deuxième pic, qui était assez bas sur le graphique précédent, est beaucoup plus haut aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, dans les projections dans quelques décennies, parce que ça correspond à l'Afrique en partie, l'Afrique subsaharienne, là où l'essentiel, de près des 3/4 de la croissance démographique va avoir lieu dans les décennies à venir. Enfin, donc si on regarde quand même, ça fait dans le scénario du pire, avec un réchauffement de 3,5 degrés, c'est quand même la moitié de la population mondiale qui se retrouve en dehors de sa niche climatique historique. C'est beaucoup. Dans une projection peut-être un peu plus raisonnable, 2,7 degrés, c'est quand même un tiers de la population mondiale qui se retrouve en dehors de sa niche historique, donc exposée à des températures nettement plus élevées. Et donc, c'est là où je pose cette question, au fond, cette exposition à une chaleur plus extrême, à des vagues de chaleur plus fréquentes, quels vont être les impacts on parle parfois de la chaleur, cette tueuse silencieuse. Et ce sur quoi je vais me concentrer dans cette petite exposé, c'est les deux premiers points, donc les effets directs de la chaleur, les coups de chaleur, l'hyperthermie, la déshydratation, qui a un effet sur la morbidité, sur la mortalité à court terme, avec évidemment d'autres effets à un peu plus long terme, qui sont vraiment le résultat d'une exposition cumulative, les maladies rénales, la santé mentale, la pollution de l'air, pollution de l'alimentation, et également, comme Marius vient d'en parler, les maladies vectorielles. Mais donc je vais vraiment me concentrer sur les aspects les plus directs et les plus extrêmes, l'effet direct de la chaleur sur la mortalité. Alors, je vais utiliser, je dis chaleur, je vais utiliser beaucoup de données avec la température, mais il s'agit bien, pas seulement de la température directe telle que mesurée dans une salle, mais ce qu'on appelle la température au thermomètre globe mouillé, qui est une espèce de mesure qui combine la température de l'air, l'humidité, et vous voyez sur le graphique de droite ici, que des températures à 48 degrés avec très très peu d'humidité sont supportables, mais déjà 38 degrés avec des taux d'humidité autour de 60-70% peuvent déjà avoir des impacts tout à fait mortels sur l'espèce humaine. Et donc deux autres facteurs aussi, l'exposition directe au rayonnement solaire et la vitesse du vent. Et donc c'est vraiment la combinaison de ces quatre facteurs qui crée des conditions potentiellement létales pour une population humaine. On parle aussi du concept de stress thermique non compensable, qu'on ne peut pas compenser, à savoir des conditions environnementales sous lesquelles un être humain en bonne santé ne peut plus maintenir une température corporelle stable, sans l'assistance de technologies externes comme un air conditionné, etc., un ventilateur. Et donc on considère en général qu'une telle exposition pendant une période de plus de 6 heures peut avoir des impacts qui peuvent causer une mortalité. Évidemment, ça dépend de la santé physique, des comorbidités, de l'état physique général de la personne, de l'âge de la personne, et aussi du degré d'acclimatation à de telles conditions climatiques. On va y revenir dans quelques minutes. Mais bon, une première étude que je mentionne ici, donc c'est à modéliser sur base à la fois d'observation et de projection climatique l'évolution au cours du temps de ces situations de stress thermique non compensables qui ne peuvent pas être compensées, montrant qu'à la fois l'aire géographique
des régions du monde, dans le monde de zones qui sont soumises à ces conditions augmentent rapidement. Elles augmentent par un facteur 4, avec une augmentation de température de seulement 2 degrés. Donc avec 2 degrés, il y a 4 fois plus de régions du monde qui sont dans des conditions de stress thermique non compensables. Et pour les régions affectées, la fréquence de ces conditions augmente. La fréquence augmente considérablement, donc ça expose plusieurs centaines de millions de personnes à ces situations de stress thermique non compensable. Je viens de parler de fréquence de ces conditions, donc ici une autre étude qui, elle, s'est vraiment penchée sur cette question-là et donc a étudié l'augmentation de la fréquence des vagues de chaleur extrêmes. Et ce qu'on voit sur ce graphique ici, c'est que pour une série de localisations, pour lesquelles il y a des séries temporelles de données climatiques très, très fiables, des événements qui, en 2000, avaient une fréquence d'apparition, une période de retour de 1 siècle, genre de situation extrême qui se produisait statistiquement une fois par siècle, eh bien, en 2020, vous voyez, c'est essentiellement, on est dans les oranges et les rouges, donc on est ici avec des fréquences de retour de 20 à 30 ans. Donc en seulement 20 ans, là où ça se produit une fois par siècle, aujourd'hui, ça se produit déjà tous les 20 à 30 ans. Avec un modèle climatique qui prédit une augmentation de 2 degrés de réchauffement, mais vous voyez, là on est essentiellement dans les mauves, voire même dans les noirs, donc des fréquences, des temps de retour de 2 à 3 ans pour ces conditions extrêmes. On l'enregistre aujourd'hui déjà dans les données, ce n'est pas seulement des projections. Ici, dans le graphique de gauche, on a les avertissements de chaleur émis par les services météorologiques aux États-Unis. Et vous voyez que d'année en année, le nombre de jours pendant lesquels il y a... Alors attention, ce n'est pas des jours, c'est des jours stations météorologiques. Vous voyez, on est dans les 1500, il n'y a pas 1500 jours dans l'année. Donc c'est le nombre de stations météorologiques multiplié par le nombre de jours pour lesquels ces stations météorologiques émettent un avertissement de chaleur. Regardez l'augmentation linéaire au cours des quelques dernières années, et je dis linéaire, peut-être même exponentielle. Et donc, cet avertissement de chaleur, l'IRM, c'est la même chose en Belgique, l'Institut Royal Météorologique a aussi son avertissement, code rouge, code orange, etc. Et donc, la traduction de cette mortalité, de cet avertissement en mortalité, alors là, on allait jusqu'en 2023, ici, on va seulement jusqu'en 2022, mais déjà en 2022, une augmentation, quasi un doublement du nombre de décès liés à la chaleur extrême. On considère très largement que ces chiffres sont tout à fait sous-estimés, parce que souvent, quand quelqu'un décède à l'hôpital, peut-être que ça est catégorisé comme étant crise cardiaque, etc., pas nécessairement attribué à la chaleur. Et ceux qui sont le plus exposés, mais ce sont souvent les ouvriers dans la construction, les ouvriers agricoles, qui, on le sait aux États-Unis, beaucoup sont illégaux, des immigrants illégaux. Si vous allez dans la vallée centrale en Californie, une grande partie des travailleurs très exposés à des chaleurs extrêmes sont des immigrants illégaux, et donc ces statistiques ne sont même pas reprises dans ces chiffres. En Europe, une autre étude s'est posée exactement la même question. Quelle est la mortalité liée à la chaleur, au stress thermique en Europe pendant l'été 2022, donc pas celui qu'on vient de connaître, le précédent. Et donc là, cette étude a estimé plus de 61 000 décès qui peuvent être attribués au stress thermique. Donc vous voyez qu'on arrive quand même à des chiffres très significatifs en augmentation. Ça c'est pour 2022. Évidemment, les chiffres de 2023 ne sont pas encore disponibles. Mais regardez à quel point l'été 2023 dans le monde était presque un tipping point, enfin vraiment un départ complet des valeurs habituelles. Donc le graphique de gauche, c'est les valeurs journalières de la température de l'océan. Donc chaque ligne grise c'est une année. Vous voyez le cycle de température de l'océan. Et vous voyez que 2023 est complètement parti en dehors de la trajectoire. C'est quelque chose que les gens dans ma discipline, ce qu'on appelle Earth System Science, sont toujours très préoccupés du risque de tipping point, de point de basculement, où tout d'un coup des rétroactions positives pourraient emballer le système. On ne peut pas encore dire que c'est le cas nécessairement, il faudrait évidemment confirmer ça sur plusieurs années, mais c'est le genre de courbe évidemment qu'on regarde. Regardez aussi l'été ici 2023, donc ça c'est la température de l'air en moyenne annuelle. Regardez à quel point le système s'emballe complètement. Donc tous les chiffres que je vous ai montrés avant, c'était l'été 2022. On attend encore les chiffres 2023.
mais les premiers résultats préliminaires montrent en tout cas pour la France, l'Italie, l'Espagne, une mortalité tout à fait record pendant l'été liée à la chaleur. Maintenant, il faut être prudent parce que tous ces décès liés à la chaleur ne sont pas nécessairement attribués au changement climatique. Il y avait des décès de la chaleur depuis toujours, et c'est peut-être lié à une augmentation de la population, une augmentation des activités extérieures, etc. Et donc cette étude s'est posée exactement cette question, au fond de tous ces décès liés au stress thermique, quelle fraction peut être attribuée au changement climatique? Et donc cette étude a construit une situation contrefactuelle, avec tous les processus de calibration que je ne vais pas décrire ici, et donc en comparant la situation observée au cours des dernières années, à une situation contrefactuelle, quelle aurait été la mortalité en l'absence de changement climatique lié à l'activité humaine. Pour séparer ce qui est vraiment le changement climatique de ce qui est attribué au stress thermique qui se produit chaque année. Et donc leur chiffre, c'est 37% à l'échelle mondiale, celle-ci est à l'échelle mondiale, donc c'est une série de stations météorologiques, 37% de ces décès liés au stress thermique seraient attribuables au changement climatique, avec quand même, vous voyez, un intervalle de confiance très très large, de 20% à 76%. Donc vous voyez que les incertitudes sont très très grandes, mais de nouveau, on parle quand même de chiffres très très significatifs. C'est le genre de questions que des économistes se sont posées aussi, alors là on va un peu plus loin, on va jusqu'en 2100, ils font des projections de la mortalité liée au changement climatique, mais en intégrant la croissance économique, en intégrant les adaptations, les mesures d'adaptation au changement climatique qui vont être ne pas être faites. Et donc leur résultat ici principal s'exprime en nombre de morts attribués au changement climatique par 100 000 décès. Donc sur 100 000 décès, quelle est la fraction qu'on pourra attribuer au changement climatique d'ici 2100? Et donc si on fait un postulat d'une croissance économique continue, qui va augmenter la prospérité dans le monde et donc diminuer la vulnérabilité. Marius le disait sur les maladies vectorielles, c'est aussi vrai sur la chaleur. Évidemment, ce sont les familles à bas revenus, très exposées, qui subissent le plus de ce genre de décès. Donc avec la croissance économique et un investissement important dans l'adaptation au changement climatique, on parle de 73 décès additionnels par 100 000 décès qui seraient liés au changement climatique. Maintenant, si la croissance économique stagne parce que, heureusement, il y a des effets du changement climatique qui rendent la croissance économique plus difficile, il y a une série de coûts majeurs sur la société. Là, on parle déjà de 189 décès additionnels. Et sans mesure d'adaptation, on parle de 221 décès additionnels par 100 000 décès attribuables au changement climatique. Les 221 attribuables au changement climatique, pas les 100 000. Et donc, ça montre aussi l'importance de l'adaptation. Et de nouveau, l'adaptation au sens de ma discipline, c'est-à-dire pas l'adaptation génétique. Peut-être comme médecin, vous pensez à l'adaptation au sens génétique, mais ici, c'est vraiment l'adaptation par les mesures économiques, comportementales, etc. Je vais y revenir. Pour mettre ça sur carte, après tout, je suis géographe, donc voilà ici une carte pour l'année 2000 qui identifie le nombre de jours par point avec une température, toujours ma température du thermomètre globe mouillé, donc température humidité, supérieure à 32 degrés. Mais de nouveau, comme c'est, on pourrait dire 32 degrés, pas de problème, mais n'oubliez pas, c'est donc la température humidité, donc déjà 32 degrés dans certaines régions, c'est déjà très peu supportable. Donc ça, c'est la situation en 2000. Voici la situation projetée pour 2050. Vous voyez la différence, tout ce qui passe en noir, mais tout ce qui est en noir, c'est à peu près la moitié de l'année qui connaît des conditions de température et d'humidité qui sont très très difficilement supportables. Mais où est-ce que c'est? C'est beaucoup en Afrique de l'Ouest, première région d'où vient une très très grande fraction des migrants qui risquent leur vie pour traverser la Méditerranée. Alors, le changement climatique n'est pas la seule raison de cette migration, les raisons économiques sont très importantes, mais clairement, un changement climatique contribue à ces décisions de migration et vont contribuer de plus en plus lorsque ces terres deviennent invivables. Autre région, mais toute l'Asie du Sud, donc le nord de l'Inde, Pakistan, Bangladesh, ce sont des populations avec
des régions avec des densités de population extrêmes. Ce sont des centaines de millions de personnes qui vivent dans cette région. Déjà, on sait que Pakistan, Inde connaissent des semaines en été qui sont à 45-48 degrés centigrades avec une mortalité très importante. Et c'est finalement l'Asie du Sud-Est, essentiellement Malaisie, Indonésie. Donc là, au nouveau, c'est l'aspect humidité qui contribue beaucoup à ces effets. En préparant ici cette conférence, juste il y a quelques jours, mardi, j'ai vu ce titre dans le Guardian sur le Malawi. Malawi, donc, qui souffre de température 20 degrés au-dessus de la moyenne. Alors c'est intéressant parce que quand en Belgique, l'IRM nous annonce, voilà, en septembre, en moyenne, on était à 1,2 degrés au-dessus de la moyenne, ça fait le titre de nos journaux, 1,2 degrés, là on est à 20 degrés au-dessus de la moyenne. Dans un pays pauvre, où une grande fraction de la population, 80%, travaillent dans l'agriculture, donc doivent travailler leur champ, quelle que soit la température. Ici, c'est plutôt un pêcheur dans le lac Malawi. Donc des gens qui non seulement sont soumis à des températures très élevées, mais ont un degré de vulnérabilité par leur pauvreté et par leur emploi. Travailleurs agricoles, travailleurs de la construction, pêcheurs, qui les exposent énormément à ces températures très très élevées. De nouveau, regardons un peu l'aspect géographique. Donc ici, on revient à l'été 2022 en Europe. Graphique de droite, c'est les anomalies de température, différences de température par rapport à la moyenne. Graphique c'est le graphique de gauche pour vous, toujours la même erreur, et le graphique de droite pour vous. Donc ici, c'est la mortalité pendant l'été, qui est attribuée à un stress thermique. Et vous voyez en fait les deux cartes. Grossièrement sont corrélés, mais de manière détaillée, il n'y a pas une superposition parfaite, ce qui montre justement de nouveau l'importance de l'adaptation. L'adaptation en termes de comportement individuel, mais aussi de politiques publiques, de prévention, d'alerte précoce, d'aide aux personnes qui sont soumises à des températures. Aux États-Unis, ils créent aussi des espèces de salles de refroidissement, des halls de gymnastique avec des airs conditionnés maximum où les gens peuvent venir 1 heure par jour refroidir la température corporelle avant de retourner chez eux. Donc toutes ces mesures ont un impact. Regardez par exemple en vert, donc le sud de la France, une anomalie de température très très élevée, mais très peu de mortalité additionnelle. Alors qu'en Grèce, très peu d'anomalies thermiques, mais une mortalité additionnelle très élevée. Donc ça montre justement toute l'importance, pas seulement de la climatologie, mais de tous les aspects économiques, politiques, de santé publique. Et donc je termine avec ça. Donc quelles sont les stratégies d'adaptation importantes? Mais d'abord, il y a les stratégies physiologiques, l'acclimatation, l'exposition au cours du temps à des températures élevées, à condition que cette augmentation soit relativement progressive. Il y a des solutions technologiques, mais en gros, c'est essentiellement l'air conditionné. Avec évidemment quelque chose de très très dangereux, parce qu'il y a un de positive feedback, une rétroaction positive. Lorsque vous activez de l'air conditionné dans toutes les maisons, mais ça consomme beaucoup d'énergie. Et ce matin, en me réveillant, je lisais une dernière étude qui était parue là-dessus et qui montrait que pour les villes américaines, un réchauffement d'1 degré du climat moyen entraîne évidemment l'activation de l'air conditionné, entraîne une augmentation de la consommation électrique de 13%. Donc par degré de réchauffement, c'est 13% de consommation électrique en plus en plein été, en pleine journée pour refroidir les maisons. 13% d'électricité, si elle est produite au charbon, au pétrole, ça fait 13% d'émissions de CO2 en plus, donc un réchauffement beaucoup plus rapide. Et donc là, il y a cette rétroaction positive qui est très très dangereuse. Il y a évidemment une série d'adaptations comportementales, changer son pattern d'activité, la sieste, l'espagnol, etc., travailler plutôt le matin et le soir. La migration massive, de nouveau, le climat n'est pas le seul facteur d'immigration, mais c'est un facteur qui va de plus en plus accélérer cette migration de régions très chaudes, inhabitables, vers des régions plus vivables. Et alors, le degré de préparation, je me suis laissé dire qu'une phrase commune parmi les médecins urgentistes, c'est de dire quand il y a une urgence, quand une urgence n'est pas une urgence, c'est quand on est préparé à cette urgence. Donc en conclusion, je pense que je vais montrer que de grandes régions du monde, à terme, d'ici quelques décennies, vont devenir tout simplement inhabitables à cause de chaleur extrême, de vagues de chaleur extrêmes et de plus en plus fréquentes. Et donc une adaptation
technologies comportementales économiques à l'échelle très large est nécessaire. Mais il faut aussi se préparer. En tant que médecin, sans doute, vous pouvez peut-être arriver dans les services d'urgence de plus en plus de cas de patients qui ont souffert d'un stress thermique, coup de chaleur très grave, etc. Et donc ça va devenir une pathologie qui est de plus en plus auquel on est plus préparé. Mais aussi au niveau des systèmes de santé publique, vous avez souvent entendu parler de ces expressions de planetary health, One Health, c'est comment concevoir la santé humaine, la santé animale et la santé de l'environnement comme étant fortement connectées. Aujourd'hui, la Commission européenne a créé toute une sous-division de la DG Santé sur One Health, comment concevoir de nouvelles approches de coordination entre donc les politiques de santé animale, santé humaine et environnementale, échange de données, connexion entre des bases de données très très différentes, alerte précoce pour que un changement dans une de ces trois points du triangle, ses répercussions sur les autres aspects soient immédiatement identifiées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Lambert, pour ce bel exposé, un peu inquiétant, je dois dire, mais bon. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est Casimir. Merci beaucoup pour votre exposé. On n'a pas une idée de modélisation de ce que pourrait représenter la diminution de la population mondiale en raison de ces conditions climatiques extrêmement importantes. J'ai vu justement, et ça m'a glacé, évidemment, c'est le cas de le dire, heureusement pour moi, le fait la semaine passée que deux prix Nobel soulignaient qu'on pourrait voir disparaître entre 2050 et 2100 la moitié de la population mondiale si on ne fait rien. Alors évidemment, quand on voit malgré tout la marge qu'ont les politiques avec les difficultés que ça représente, on ne peut pas nier, mais pour prendre peut-être des mesures plus importantes, notamment sur les gaz à effet de serre bien sûr, et certainement l'utilisation aussi des énergies non renouvelables, encore en quantité phénoménale, on l'a montré dans un des slides aujourd'hui, pour mieux conscientiser aussi la population. Est-ce que, sans être hyper alarmiste, est-ce que quand même des informations sur les risques majeurs encourus après un exposé comme le vôtre ne seraient pas importants à diffuser davantage? Merci, très bonne question. Alors, justement, tous les spécialistes du comportement humain, de plus en plus, nous disent à nous, scientifiques, arrêtez avec vos messages alarmistes. Bon, ici, voilà, on a une audience de scientifiques. Mais auprès du grand public, ce genre de message peut avoir l'effet inverse, de dire, bah, c'est foutu, de toute façon, on ne fait rien, etc. Par contre, ce message auprès des éducateurs, que nous sommes tous en tant qu'académiques, et des politiques, d'où mon rôle comme conseiller à la Commission européenne, a un impact très grand, parce que les politiques font constamment un trade-off, un compromis entre ces problèmes à long terme et des problèmes à très très court terme de transition industrielle, etc. Et donc l'étude que vous avez citée, bon, la moitié de l'humanité qui disparaîtrait, moi je suis très sceptique par rapport à ça, c'est parce que déjà le prémisse, si on ne fait rien, mais non, bien sûr, on fait déjà beaucoup et on va faire beaucoup plus. C'est plus à quel rythme on va faire cette transition. Mais de toute façon, il y aura une part d'adaptation, c'est-à-dire de migration massive, d'investissement massif dans l'air conditionné qui devra avoir lieu, et ça quoi qu'il arrive. Michel Salard, le micro. Une question coquine et communautaire. On nous annonce souvent qu'en 2100, la côte belge sera à Bruxelles. Alors, vous avez parlé beaucoup de l'Afrique, de tous ces pays. Quelles sont les conséquences précises pour notre pays? Alors, donc, en termes d'abord d'extrême climatique, bon, on va avoir des vagues de chaleur, on est plus fréquentes, plus dures, plus longues, mais rien d'insupportable. La Belgique ne deviendra pas invivable d'un point de vue température. Niveau des océans, Marius l'a évoqué tout à l'heure, nous avons parfaitement les moyens de créer des digues, de remonter, de nous protéger. La Hollande, nos voisins ont déjà remonté leurs digues de plusieurs mètres depuis plusieurs années. C'est un programme massif qu'ils font à
à l'échelle mondiale, mais à l'échelle nationale. En Belgique, si je pense, on a 80 km de côte, il y a déjà des digues, hein, etc. Donc nous avons les moyens de nous protéger de ce genre de développement extrême. Et c'est ça un message important dans certains des cartes que j'ai montrées, c'est que finalement ce sont des pays qui sont le moins responsables des changements climatiques qui vont en subir les conséquences les plus frontales, alors que nous avons tout à fait les moyens de nous protéger de ça. Stéphane? Merci pour cet exposé. Alors, si je ne me trompe pas, il y a un rapport de la SAPEA, la Commission européenne, sur l'effet du chauffement solaire. Vous pouvez commenter un peu sur ça? Sur les Comment est-ce qu'on va se protéger contre les radiations du soleil? Ou c'est un rapport qui est maintenant en cours de se construire. Oui. Donc, voilà, donc la Commission européenne nous a demandé, avec le SAPEA que vous dirigez, Stéphane, de réfléchir à une autre forme de contrôle du changement climatique qui n'est pas de diminuer les émissions, mais qui est d'injecter de manière massive dans la stratosphère des aérosols qui vont bloquer le rayonnement solaire. C'est une vision très techno-optimiste, avec énormément de risques d'effets pervers possibles, parce qu'on pourrait en effet changer le climat moyen, mais amplifier la mousson asiatique et créer des inondations majeures. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on commence ces solutions, mais après, c'est très difficile d'arrêter. Et donc, la Commission européenne a pris la position de dire, nous, on ne fait pas ça, on s'oppose à ces solutions, et je pense que c'est une solution très sage, mais ça devient de plus en plus un débat dans les arènes internationales, dans les conventions, dans les COP, etc. Et d'autres pays disent, oui, mais nous, on va y aller, on va essayer ça. Et donc la Commission européenne nous a demandé de préparer une argumentation basée sur des évidences scientifiques pour justifier leur position ou pas leur position et décider est-ce qu'on supporte quand même la recherche dans ce domaine pour bien comprendre toutes les applications, pour nous donner plus d'arguments dans les discussions diplomatiques internationales, et est-ce qu'on supporte ou non des expérimentations très limitées. Apparaît aujourd'hui la possibilité de faire ce genre de manipulation qu'on appelle la géoingénierie à l'échelle régionale. Donc un pays ne pourrait modifier que son climat régional. De nouveau, tout ça c'est vraiment l'apprenti sorcier, parce qu'on commence à jouer avec la machine planétaire et des effets en cascade pourraient apparaître, et si on dit, oups, là, je me suis trompé, et c'est pas comme dans vos cartes, là, dans la moitié, son bord, c'est Marguerite Thermostat, parce que là, c'est la moitié de l'humanité qui, avec la responsabilité évidemment attribuée à la nation qui a pris ce choix. Donc c'est un sujet très très sensible sur le plan politique, avec beaucoup de réticence en Europe, mais de nouveau le besoin d'avoir un assessment, une évaluation scientifique rigoureuse sur ces questions-là est très important pour défendre la position européenne. Oui, Monsieur Baligan. Merci Eric, c'est très très éclairant. Je pense que ce genre de rapport synthétique devrait être diffusé plus largement au sein de tous les stakeholders. Tu viens de parler d'ingénierie géographique avec tous les risques. Est-ce qu'une alternative, ce ne serait pas justement de travailler à la prévention du fameux tipping point que tu évoquais? Et dans ce sens-là, quels sont selon toi les facteurs majeurs de rétroaction positive sur lesquels nous pouvons encore avoir une influence? Alors en effet, ces points de basculement, on en connaît à peu près 9 dans le monde. Donc il fait tellement chaud que les forêts sont plus sèches, donc les feux de forêt augmentent, ça émet beaucoup de CO2. Il fait tellement chaud que la banquise fond rapidement, donc on passe d'un albédo très positif, le rayonnement solaire réfléchi, à un albédo très faible, donc tout ce rayonnement solaire est absorbé, donc ça réchauffe. Il fait tellement chaud que le pergélisol, donc le permafrost, fond, et donc toutes les tonnes et des tonnes de carbone, des métals qui sont piégés par 10 mètres de glace, d'un coup se libèrent dans l'atmosphère, etc., etc. Donc ils sont connus, mais ils sont très difficiles à quantifier. Comme tous les éléments non linéaires, on sait que le système terrestre a du fonctionnement non linéaire, on connaît les mécanismes. Est-ce qu'ils vont s'activer à 1,5 degré de réchauffement, à 2 degrés, à 5 degrés? C'est très très difficile à modéliser avec rigueur, parce que c'est vraiment du non-linéaire, c'est vraiment du flipping du système. Peut-être que les graphes que j'ai montrés sur l'été 2013, à qui s'emballe, peut-être que c'était déjà un tipping point. Donc en fait, le seul moyen de rester à distance de ce tipping point, c'est de simplement diminuer les émissions de manière drastique. Ne pas jouer à l'apprenti sorcier, mais et pour tous les tipping points, c'est la même solution. C'est diminuer les émissions de CO2, donc sortir des combustibles fossiles le plus vite possible, sortir de la consommation de viande massive aussi, c'est le méthane
produits par le bétail, les ruminants, c'est à peu près 14-15% des émissions de gaz à effet de serre, donc très significatif. Donc tout ce qu'on sait, qu'on dit depuis toujours, mais qui est tellement difficile à mettre en œuvre à l'échelle et au rythme, à la vitesse requise pour rester en zone prudente par rapport à cette tipping point. Peut-être une dernière question. J'avais assisté à un débat à la télévision avec des journalistes, mais il y avait surtout des scientifiques. Et plusieurs scientifiques avaient l'air de dire, ce qui m'avait un peu étonné, que quoi qu'on fasse, maintenant il y avait une telle inertie du système qu'il fallait attendre 100 ans, 200 ans, 300 ans pour voir vraiment quelque chose de significatif dans l'évolution. Ce qui est complètement différent du message qu'on entend par ailleurs tous les jours, qu'il faut faire des efforts, etc. Et ce n'était pas les journalistes qui disaient ça, c'était vraiment les scientifiques qui disaient il y a une inertie telle du système que même si on réduisait l'industrie fossile, enfin l'énergie fossile presque à zéro, il y a une telle inertie que bon, dans les 50 ou 100 ans qui viennent, on va vers des catastrophes, ce qui veut dire par là qu'on doit probablement un peu se suggérer aussi implémenter d'autres systèmes de protection plutôt que d'attendre un peu béatement que... Est-ce que vous partagez en partie ou... Alors, donc, il ne faut aucun doute que chaque tonne de CO2 qui ce matin est mise dans l'atmosphère sera là pour minimum 50 ans. Il va donc avoir un effet de réchauffement du climat pour au moins 50 ans. Et la moitié de cette tonne sera là probablement que pendant un siècle. Donc oui, cette inertie existe. Par contre, il y a d'autres options. Le méthane, qui est un gaz à effet de serre très très puissant aussi, qui contribue quand même de manière significative. Là, son temps de vie est très très court. Et donc diminuer massivement les sources de méthane, du gaz naturel, des ruminants, etc., là c'est un bénéfice très très rapide, en quelques années. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez dit plutôt, donc s'adapter plutôt que mitiguer, ben, le changement climatique, que ce soit 0, on va réchauffer de 1,2 ou 1,3, ben, ça fait une différence gigantesque. Hein, et donc ne rien faire parce qu'on est de toute façon coincé avec ce réchauffement pour encore 50 ans, ça rend les choses bien pire pour les générations futures. Donc oui, il faut réduire un maximum aujourd'hui, tout en étant réaliste que certains de ces efforts vont avoir un bénéfice radical d'ici une cinquantaine d'années, mais d'autres efforts, eux, vont avoir un bénéfice beaucoup plus immédiat. C'est pour ça que pendant très longtemps, toutes ces discussions s'est beaucoup concentrées sur le CO2. Aujourd'hui, il y a aussi un accent, en plus, pas plutôt, mais en plus, un accent très important sur le méthane, parce que là, c'est du bénéfice à très court terme. Eh bien, on va vous remercier. Merci beaucoup pour ce...